12-13 dimanche, le magazine politique de France 3. Invité aujourd'hui, Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste. Il sera interrogé par Francis Letellier, France 3, et Cécile Cornudet, éditorialiste au journal Les Échos. Et merci Olivier Besancenot d'avoir accepté notre invitation ce midi après avoir défilé hier dans les rues de Paris contre l'austérité que vous dénoncez en accusant le gouvernement et en premier lieu le nouveau Premier ministre qui semble être votre bête noire, Manuel Valls, de vouloir l'appliquer de force en France, comme l'ont fait d'autres pays européens auparavant. Un thème de toute façon qui va être la toile de fond de la campagne des élections européennes qui commence. Vous défendez ou vous entendez y défendre les thèses les plus à gauche, voire à l'extrême gauche. Vous avez en tout cas, vous, une image et un positionnement particulier dans le paysage politique qui fait que votre message passe, mais est-ce que c'est suffisant pour convaincre les Français? On va voir ça ce midi. L'image de la semaine, bien sûr, c'est Manuel Valls à l'Assemblée nationale pour le discours de politique générale. Vous avez déjà dit tout le mal que vous en pensiez, on ne va pas y revenir. Mais plusieurs sondages montrent que les Français accordent un crédit au nouveau Premier ministre, le dynamisme, la volonté. Ça veut dire que les Français se trompent? Donc vous allez m'obliger à dire que du bien maintenant. Non, mais est-ce que les Français se trompent? Est-ce que les Français se trompent? Écoutez, sur un sondage, tout ça c'est de la blague. On est dans une situation de crise politique majeure. D'ailleurs, tous les partis politiques l'ont dit. Après les municipales, il y a une crise politique majeure, de représentation politique terrible, qui fait que tout peut changer en quelques semaines. Donc on verra dans quelques semaines, on verra dans quelques mois. La réalité, c'est que ça dépasse même les individus. C'est la question même des institutions qui sont touchées. Donc Manuel Valls, là-dedans, il incarne une orientation politique qui est la continuité du gouvernement précédent, avec la volonté d'aller plus vite, plus fort et de façon plus autoritaire. Avec une petite différence, quand on voit un autre sondage, par exemple aujourd'hui dans le journal du dimanche, il est beaucoup plus populaire que François Hollande. Alors les Français font une différence entre les deux. Comment vous analysez ça, vous? Mais moi, je vais vous décevoir, mais je suis pas un analyste de sondage. Moi, je suis pas là pour ça. Il a une fonction politique auprès de François Hollande, c'est de faire passer son orientation. Et son orientation, c'est la même. Alors lui, par exemple, par rapport à Hérault, les 35 milliards d'exonération de cotisations et de cadeaux supplémentaires pour le pacte de responsabilité, que Hérault voulait faire d'ici 2017, il a dit en gros, ça va pas assez vite, moi je vais le faire d'ici 2007. C'est-à-dire des cadeaux oui, mais encore plus vite. Il veut baisser l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Et puis surtout, c'est un vrai trappeur pour le MEDEF, puisqu'il organise une trappe sur le SMIC, c'est comme ça que ça s'appelle, puisqu'il propose aux employeurs d'être exonérés de cotisations patronales en embauchant au SMIC. Ça veut dire qu'on propose d'embaucher de plus en plus au SMIC. Et par là même, une équation terrible qui concerne tout le monde sur la question de la sécurité sociale, c'est qu'il dit fin des cotisations patronales sur le SMIC, fin des cotisations salariales pour les SMICards, et dans le même temps, il nous explique, promis juré, qu'il ne va pas augmenter les impôts. Alors la question se pose, comment on va faire pour financer la sécurité sociale qui, paraît-il, est en déficit, puisqu'on nous culpabilise, nous, patients, usagers, peu importe le nom, du matin jusqu'au soir sur le déficit de la sécurité sociale. Je voudrais revenir sur le Premier ministre qui, lors de son discours de politique générale, a conclu en évoquant ses racines espagnoles, catalanes plus précisément, pour dire sa fierté d'avoir fait le choix d'être français. Si Manuel Valls l'a souligné, c'est parce que c'est rare encore dans le paysage politique français. Est-ce que vous considérez que la France est un pays fermé? Avec sa politique, oui. Sa politique qui? Sa politique à Manuel Valls. Oui. Bah, pas vraiment. La politique qu'il mène, qu'il a menée par exemple comme ministre de l'Intérieur et qui probablement va continuer comme Premier ministre sur le terrain de l'immigration et de sa vision globale justement de ce que représente la France par rapport à la possibilité ou pas d'accueillir, est probablement contradictoire avec son propre parcours personnel. Mais regardez les chiffres. L'an dernier, 35 000 étrangers en situation irrégulière régularisés, plus 50% en un an. Manuel Valls dit par ailleurs qu'il faut faciliter l'acquisition de la nationalité française. Ça contredit ce que vous venez de dire, ça. Et vous allez me présenter comme le premier militant antiraciste de France. Non, mais ça contredit ce que vous venez de dire. Oui, mais sauf que vous savez que dans le même temps, et c'est d'abord ça qu'a fait la une, il était vexé comme un pou quand le Figaro, par exemple, le soupçonnait de ne pas expulser plus que la droite. Il dit, mais comment? Moi, Manuel Valls, j'expulse plus d'immigrés. Les chiffres non, là, chiffres à la clé, chiffres à l'appui, et d'ailleurs il s'en est vanté, s'en est expliqué, c'est fier d'être un Premier ministre d'être un ministre de l'Intérieur à l'époque, qui expulsait plus d'immigrés, et directement d'ailleurs avec la violence que ça suscite, que le gouvernement précédent. Mais il en est fier en plus, écoutez, là, je fais pas de scoop, c'est quand même sa posture politique. Donc, à un moment donné, c'est contradictoire avec ce qu'il est. Mais moi, c'est pas l'individu qui m'intéresse. C'est l'orientation politique qu'il incarne et qu'il est fier d'incarner. Donc, on va en parler parce que le nouveau gouvernement est condamné à réussir. Vous allez me dire comme les autres, mais peut-être plus que les autres encore, parce que Bruxelles menace de sanctions. Avant d'évoquer les enjeux économiques, retour sur hier. Vous étiez donc dans la rue à Paris aux côtés de Pierre Laurent du Parti communiste, de Jean-Luc Mélenchon du Parti de gauche, les deux composantes du Front de gauche, dont vous ne faites pas partie. On va revenir tout à l'heure sur les enjeux politiques. Mais ce qui vous a réuni hier, c'est l'opposition à l'austérité. La France peut-elle s'exonérer de faire des économies que d'autres pays européens ont fait? C'est ça la question aujourd'hui. La question, c'est de savoir en effet si on s'exonère des politiques d'austérité qui ont été menées partout en Europe. Alors est-ce que la France, oui, vous êtes pour, mais est-ce que la France peut faire autre chose? Je vous réponds, bien sûr, on pourrait faire. On est dans l'Union européenne. On parlait de la sécurité, oui, mais alors, quand bien même. Il faut savoir que tous les mandats qui sont donnés
à la Commission européenne pour, par exemple, mener telle ou telle instruction, elle est toujours faite sur la base d'un mandat qui est donné par un gouvernement national. Donc les gouvernements nationaux se réfugient souvent derrière la Commission de Bruxelles pour s'exonérer de leurs propres responsabilités. On parlait de la sécurité sociale. On n'arrête pas de multiplier les exonérations de cotisations sociales pour, paraît-il, favoriser la politique de l'emploi. Au début des années 90, il y avait en gros 2 à 3 milliards d'exonérations de cotisations sociales. On en est à 30 ou 40 milliards. Il y a moins de chômeurs dans ce pays? Non. Il y en a probablement plus. Il y a 5 millions de personnes qui attendent de trouver un emploi. Donc il y a une solution toute simple. Arrêtons d'exonérer de cotisations sociales. Plus personne ne parlera du déficit de la sécurité sociale avec lequel on nous culpabilise, avec lequel Manuel Valls nous fait du baratin et avec lequel Manuel Valls va avoir des conséquences par sa politique concrète sur justement la vie des smicards qu'on évoquait, puisque quand il dit en gros si je baisse vos cotisations salariales, ça vous fera du pouvoir d'achat, il faut savoir que concrètement, quand on met fin à la sécurité sociale ou à un certain nombre de ses prestations, c'est le prix des mutuelles qui vont exploser, et ça, en termes de pouvoir d'achat, ça va se traduire. En tout cas, il y a les fameux 3% de déficit. Vous savez que c'est l'objectif fixé par Bruxelles. C'est un objectif que nous devrions maintenir dès 2015, a d'ores et déjà dit Michel Sapin, désormais ministre des Finances à Libération. Ça vous rassure que ce soit bien géré, la France, ou ça vous inquiète? Non, ça c'est en effet un carcan européen d'une Europe, en tous les cas d'un certain type d'Europe, d'une Europe du capital et des banques. Et moi, c'est un carcan dont je pense qu'il faut sortir. Je pense qu'il faut sortir des traités de l'Europe actuelle et qu'il faut construire une autre Europe. Non, mais c'est-à-dire, attendez, sur les déficits, ça veut dire qu'on peut faire tous les déficits qu'on veut? Est-ce que j'ai dit ça? Non, je vous pose la question. Non, je trouve un peu excessif dans la conclusion. Non, mais je vous pose la question. J'ai pas tout à fait dit ça. Mais par exemple, si on veut comprendre les déficits et les abolir, il faudra déjà comprendre pourquoi il y a une dette. Nous, on réclame une mesure démocratique, elle n'est même pas révolutionnaire. C'est un audit citoyen, une enquête publique pour savoir qui est derrière les fameux créanciers, qui sont derrière les fameux créanciers de la dette publique. Nous, on pense que derrière les créanciers, il y a à 90-95% des fonds spéculatifs dont la fonction consiste, avec l'argent de nos impôts, finalement, spéculer sur les déficits publics. Il faut savoir qu'un des plus gros budgets de l'État, c'est justement l'argent du remboursement de la dette. Donc, ce n'est pas des petits créanciers derrière tout ça. Vous reconnaissez... Donc, on pense que cette dette est illégitime. D'accord, mais vous reconnaissez quand même que la dette est un problème. Évidemment. Mais comprenons à savoir d'où elle vient et comment on peut la régler. Comprendre que mais c'est un problème, vous ne niez pas cette réalité. Mais qui peut la... Mais écoutez, le problème, c'est pas ça. C'est comprendre que la dette a une fonction politique précise qui fait que, pas pour les générations futures d'ailleurs, ici et maintenant, les gouvernements partout en Europe, de gauche comme de droite, organisent un transfert de revenus de la poche de la majorité de la population à la poche d'une minorité. C'est avec l'argent de nos impôts qu'on rend fou cette dette dont on n'est pas responsable. Et ceux qui sont responsables de la crise financière dans laquelle on vit depuis 2008 et dans laquelle on n'est toujours pas sorti, aujourd'hui, nous continuent, puisqu'en gros, le discours politique, il se résume à ça. C'est un gouvernement de gauche qui nous explique qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, donc on ne peut plus rien faire parce qu'il y a les 3%, parce qu'il y a les déficits pour nos services publics, pour la santé, pour l'éducation. Nous ne demandez plus rien. Et d'ailleurs, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, qu'est-ce qu'on fait? On distribue des milliards. Je dis bien des milliards pour ceux qui sont responsables de la crise. Le crédit impôt compétitivité, le pacte de responsabilité et puis les 50 milliards d'économies en 3 ans sur les budgets sociaux. Donc vous dites ne plus exonérer de cotisations sociales. Autrefois, vous disiez aussi, vous ou d'autres à gauche, il faut faire payer les riches. Vous ne le dites plus ça? Oh si, rassurez-vous. Les riches, les grandes entreprises, les spéculateurs, les banques. J'ai cru comprendre que, en gros, les bonus pour les PDG des plus grandes banques françaises ne se sont jamais finalement portés aussi bien, alors que je me souviens des discours mais enflammés d'un Nicolas Sarkozy, d'un François Hollande, qui était chaud bouillant comme la braise, à lutter contre la finance. On nous a endormis ou on a cherché à nous endormir. La réalité, c'est que dans le cadre de la crise financière, les inégalités sociales augmentent. Donc le problème, c'est que l'argent, il y en a. La vraie question, c'est la répartition de ces richesses-là. Et cette question, elle reste cruciale et essentielle. Donc pour vous dire que la question, c'est pas simplement taxer les riches, c'est pas simplement une politique de fiscalité juste à rétablir. C'est une question plus générale de comment on répartit des richesses qui sont fabriquées par 85 ou 90% de la population. Vous disiez tout à l'heure, le gouvernement propose de réduire les cotisations sociales sur les salaires, par exemple, pour donner un peu plus de pouvoir d'achat à la fin du mois, avec les risques que vous soulignez. Malgré tout, c'est une bonne idée. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement de droite aurait fait la même chose? Je pense qu'un gouvernement de droite aurait pu faire la même chose, bien sûr. D'ailleurs, ils en ont discuté à une certaine époque, parce que vous savez, mettre fin aux cotisations pour la sécurité sociale, c'est un vieux projet. Il faut comprendre qu'on vit dans un certain modèle de sécurité sociale qui n'est pas le modèle anglo-saxon. Le modèle anglo-saxon, c'est une sécurité sociale, une protection sociale qui est payée par l'argent des impôts. Ça veut dire que c'est l'État qui dirige. En France, on a un autre modèle, parce que nos générations se sont battues pour ça. Ce sont les cotisations sociales, c'est-à-dire pas les charges, une partie de notre salaire. Au début des années 80,
les sources de financement de la sécurité sociale étaient assurées en gros à 85 ou 90% par les cotisations sociales. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 57%. Ça veut dire qu'avec la politique d'Hollande et de Valls, on risque en quelques mois de basculer vers ce modèle, qui est un modèle inégalitaire, parce que je pense que beaucoup qui nous regardent savent par exemple qu'aux États-Unis, il faut sortir sa carte bancaire pour avoir accès à un certain nombre de prestations. Pour ces lunettes, vous en avez. Quand on a des problèmes dedans, j'espère que vous n'en avez pas. Ou pour les oreilles, mais j'ai vu qu'elles fonctionnaient bien, donc je vous en veux pas. Juste un truc. Manuel Valls, François Hollande, c'est un gouvernement de gauche quand même? Ben non, pas pour moi, non. Pour moi, c'est la même. Mais vous savez, c'est même plus moi le problème. Hein. C'est qu'il y a des millions de personnes dans ce pays qui pensent que l'UMP ou le PS au pouvoir, c'est exactement la même. C'est ce que dit Marine Le Pen. Elle surfe là-dessus. Et son envie à elle, c'est de devenir le troisième parti institutionnel du système qu'elle dénonce. Nous, on propose autre chose, et c'était le sens de la manifestation, entre autres, hier, c'est de regrouper ceux et celles, et ils sont nombreux et nombreuses, à avoir le cœur à gauche et être exaspérés et révoltés par ce gouvernement. C'est pour ça qu'au-delà des organisations politiques que vous avez citées, dans la manifestation d'hier, parce qu'on était nombreux, et ça a été un succès qui appellera des suites, il y a eu aussi beaucoup de syndicalistes, il y avait le droit au logement, il y avait la coordination des sans-papiers, il y avait des intermittents, bref, tous ceux qui se sont pas forcément montrés visibles, et c'est d'ailleurs la seule vraie grande différence entre le gouvernement Ayrault et Valls, c'est que Valls, sa première manifestation à laquelle il est confronté, c'est une manifestation de gauche. Alors que sous Ayrault, c'était souvent des manifestations d'extrême droite et de l'extrême droite. Ce qui prouve qu'il y a peut-être une nouvelle séquence qui s'ouvre. Alors, en tout cas, une autre séquence qui s'ouvre aussi, c'est celle après l'échec des municipales de la gauche, une gauche défaite. Cécile Cornudet, éditorialiste au Journal des Échos, nous rejoint. Bonjour Cécile. Bonjour Francis. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Alors, c'est votre grand retour. Depuis votre retrait un peu de la scène médiatique en 2011, on a le sentiment que le NPA, lui aussi, s'était un peu effacé, peut-être un peu éclipsé par le bruyant front de gauche. Votre successeur à la présidentielle, Philippe Poutou, a fait 1% à la présidentielle. Vous, vous étiez en 2002 et 2007 sur des scores plutôt de 4%. Est-ce que votre présence dans la rue, est-ce que votre présence sur les plateaux, c'est le prélude à une nouvelle candidature en 2017 ? Oh là, comme vous y allez. En 2017, c'est le dernier de mes soucis. Présence dans la rue, elle n'avait jamais disparu. Je ne me suis jamais retiré de l'activité militante. Je suis toujours resté à la direction du NPA. Aujourd'hui, on a une porte-parole qui est Christine Poupin. On a Philippe Poutou, qui est notre ancien candidat à la présidentielle et qui continue le combat, qui était présent lui aussi à la manifestation. Ça veut dire qu'on a plusieurs visages. Et ça, c'est cohérent avec ce qu'on est. Le NPA, il est ce qu'il est. Mais je vais vous dire que finalement, Hollande nous a rendu un sacré service après des moments qu'on a connus qui étaient difficiles. C'est que finalement, il y a un petit milieu qui se retourne vers nous parce qu'il nous trouve peut-être utile et efficace, sans d'ailleurs partager forcément l'entièreté de nos propositions. Peut-être parce qu'on est les plus à gauche contre ce gouvernement. Alors justement, à propos du front de gauche, puisque vous étiez aux côtés de Pierre Laurent du Parti communiste, de Jean-Luc Mélenchon du Parti de gauche, Myriam Martin, qui était longtemps à vos côtés au NPA, elle a décidé d'aller au front de gauche. D'ailleurs, elle sera tête de liste aux européennes dans l'Ouest. Elle vous pose une question. Bonjour Olivier, j'ai été ravie de manifester hier avec toi contre les politiques d'austérité, à l'appel du Front de gauche, du NPA, des organisations syndicales et associatives qui se sont retrouvées dans cette journée du ras-le-bol de gauche, du peuple de gauche contre les politiques austéritaires. Voilà, j'ai une question très claire à te poser. D'abord, est-ce que tu es prêt, toi et le NPA, à poursuivre la construction de ce front social politique qui est nécessaire dans ce pays? Et puis, est-ce que tu es prêt aussi à t'engager plus avant et de se retrouver finalement dans les élections européennes qui auront lieu le 25 mai prochain? Alors, aux deux questions, la réponse est oui. D'ailleurs, Myriam, elle le sait. La première, c'est ce qu'on a constitué comme Front social et politique pour le 12. Oui, bien sûr, il faut continuer. Il y a une réunion mardi de ce collectif national, puisque c'est un collectif national qui a construit tout ça. Mais vous ne rejoignez pas, vous n'annoncez pas aujourd'hui. Étape par étape, il y avait deux questions. Je vais faire deux réponses si ça ne vous dérange pas. Oui, mais non, mais la question, c'est est-ce que vous rejoignez le Front de gauche? Attendez, mais pas de panique, j'arrive. Deuxièmement, donc on veut discuter d'initiatives de rue. Je dis ça parce qu'il y a des attentes après la manifestation concrète, donc on ne peut pas évacuer ça d'un revers de la main. Il y a des collectifs locaux qu'on construit tout ça, donc on va discuter de meetings, d'initiatives de rue. Deuxièmement, c'est pas ça qu'elle dit. C'est est-ce que oui ou non, il peut y avoir des perspectives politiques communes. Et elle sera d'accord. Malheureusement, je pense que la direction du Front de gauche ne sera pas d'accord avec ça. On a, nous, au NPA, dans la logique des municipales, envoyé un courrier unitaire pour les élections européennes, pas pour rentrer au Front de gauche, parce qu'on ne rentre pas plus sauf au Front de gauche aujourd'hui qu'hier, mais adressé à lutte ouvrière, au Parti communiste, au Parti de gauche, à Ensemble, c'est-à-dire aux différentes compositions, pour leur dire, dans la continuité des municipales, est-ce qu'on peut se voir pour discuter ou pas de la possibilité de faire des listes d'opposition de gauche au gouvernement sur des bases internationalistes. Malheureusement, je dis bien malheureusement, c'était une fin de non-recevoir à cette proposition unitaire de la part de Pierre Laurent, qui nous a dit... Pierre Laurent, c'est le Parti communiste. C'est le Parti communiste, absolument, vous avez raison, qui nous a dit que ça venait un peu tard. Alors là, c'est cocasse, parce qu'avec qui il fallait négocier il y a 1 mois et demi ou 2 mois? Avec quel Front de gauche? Je prends l'exemple de l'Île-de-France. Avec le Front de gauche qui, avec Yann Brossat, se présentait avec le Parti socialiste, ou avec le Front de gauche qui, avec Simonet, se présentait contre le Parti socialiste. Donc, les uns les autres, on s'est dit, on construit le 12 ensemble.
On discute après les municipales. Là, c'est une fin de nous recevoir. Je le regrette. Vous avez l'impression qu'ils se servent un petit peu de vous, peut-être, le Front de gauche, que Mélenchon va avec vous dans la rue et que c'est peut-être pour avoir plus de poids en interne et négocier avec le Parti communiste ses listes aux européennes? Si c'est le cas, c'est son sujet, c'est son problème. Moi, je pense à l'intérêt général. C'est pour ça que j'insistais un peu lourdement sur les suites du 12, parce que quand bien même on n'arriverait pas à un accord unitaire, ce qui visiblement se dessine, si j'entends ce que dit la direction du Front de gauche, il faudra qu'on continue à taper ensemble sur le même clou. Le 1er mai, sur le pacte de responsabilité et afficher, parce que là on parle des organisations politiques, mais j'insiste, il y avait par exemple, et c'était une première pour le 12, une quinzaine d'unions, une quinzaine de fédérations de la CGT qu'appelait, autant d'unions départementales, autant de structures locales pour Solidaire ou la FSU. Ça veut dire que ce mélange-là, il est porteur d'espoir. Est-ce que votre stratégie, c'est de vous dire, vous nous l'avez dit tout à l'heure, le PS et l'UMP, c'est à peu près la même chose, donc le Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon va être obligé de se détacher un peu du Parti communiste à un moment pour incarner la vraie gauche? Non, ma stratégie à moi, c'est d'avoir un œil évidemment sur les organisations politiques et faire des propositions dont je vous parlais, mais c'est aussi avoir un autre œil sur le mouvement social. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, je pense que la crise politique, elle est terrible. Et je pense que le problème majeur, moi je vais vous dire franchement, moi je suis entouré, je vis dans un milieu comme beaucoup d'entre nous, des collègues, des voisins qui sont des abstentionnistes. Donc tout le monde sauf les partis politiques. Qui pensent que les partis ne les représentent plus. Et je pense que soit on se lamente sur les partis institutionnels pour leur demander de nous représenter alors qu'ils ne veulent plus le faire, soit humblement on décide de se représenter nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important, y compris au moment des élections, de chercher à donner la parole à ceux et celles qui résistent dans des associations, des collectifs ou des syndicats et qui ne sont pas forcément dans des partis. En un mot, vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes seul aujourd'hui? Non, on n'est pas seul. Vous ne serez pas candidat aux européennes? Ah mais bien sûr que le NPA sera candidat aux européennes là aussi. Permettez-moi de sourire, mais je préfère faire que dire, parce que là on a entendu, alors ouais le NPA, ils vont zapper les européennes. Non, le NPA sera présent aux élections européennes et sera même considéré comme une liste nationale au moment des européennes, puisque à partir du moment où vous êtes présent, et vous le savez, sur 5 circonscriptions sur 7, vous êtes considéré comme une liste nationale, et ce sera le cas. Pourquoi vous ne vous mettez pas avec Lutte ouvrière en 99? Vous aviez fait des bons scores. Parce que je vous ai répondu, on leur a proposé, on les a rencontrés, eux veulent partir seuls. Donc à partir de ce moment-là, nous on a un message particulier à apporter. Continuer ce message unitaire, mais aussi ce qui nous est propre, c'est à la fois une certaine idée de la représentation politique, un programme anticapitaliste, on en a parlé tout à l'heure, qui consiste en effet, et je tiens toujours à vous rassurer, c'est de faire payer la crise à ceux qui en sont responsables, mais aussi avec une perspective internationaliste. Ça fait aussi peut-être partie des nuances, voire des divergences entre, par exemple, le Front de gauche et nous. Nous, on n'est pas pour un repli souverainiste et nationaliste. On pense que la construction européenne, ça a été de... Comme les Verts, d'ailleurs. Et d'ailleurs, non, parce que les Verts, en gros, l'Europe libérale, ça ne les arrange pas. Les traités libéraux, ils les ont votés. Nous, on a toujours voté contre. On est pour sortir de ces traités-là. Mais on dit une chose simple. On était capable de faire des miracles du côté de la construction européenne quand il y avait les critères de convergence monétaire. Par exemple, quand il a fallu passer à l'euro. Alors là, on a déplacé des montagnes alors que c'était compliqué, même d'un point de vue technique. Et nous, on dit maintenant, il faut une rupture. C'est-à-dire prendre le meilleur de ce qu'il y a dans une législation sociale ou démocratique dans un pays pour cette fois-ci en faire profiter à tous. C'est vrai sur la question du droit à l'avortement. C'est vrai, par exemple, sur une loi d'interdiction de licenciement européen. Puis c'est vrai aussi pour faire des services publics européens. Il y avait des Verts dans la manifestation de samedi. Est-ce que vous pensez qu'une partie des Verts qui ont quitté le gouvernement peuvent rejoindre un grand front social comme vous le voulez? Mais écoutez, tout le monde est le bienvenu. Ils n'ont pas été trop loin dans l'accord, ils ont participé au gouvernement. La balle est dans leur gouvernement. camp, c'est à la direction d'Europe Écologie Les Verts. Et moi, parce que je ne parle pas à la place des gens, je les écoute. Vous voulez bien avec tout le monde et puis personne ne veut avec vous, en gros, c'est ça? Le 12, on était tout seul. Quand on a évoqué au mois de février, l'idée, oui, la manifestation, quand on évoquait au mois de février l'idée de faire une révolte de gauche, ça a été l'occasion de constater avec le parti de gauche à l'époque qu'on n'était pas les seuls à avoir cette idée-là, et puis ça constitue un cadre unitaire. La direction des Verts, la direction des Verts, puisque vous me posez la question, c'est à elle de choisir. Elle quitte le gouvernement, mais elle précise dans le même temps, je reste dans la majorité parlementaire. Et on ne peut pas faire un grand écart permanent parce que ça c'est instable. Avoir un pied dedans, un pied dehors, ça ne marche plus. Et le message fort de ceux et celles qui étaient dans la rue hier, c'est qu'il y a une opposition de gauche décomplexée. Pourquoi? Parce que les socialistes ont toujours joué sur ce sentiment de culpabilité qui consiste à dire vous ne pouvez pas nous réserver le même sort qu'un gouvernement de droite, même si on mène une politique de droite. Et ben ça, une dernière question, Cécile, sur le Front National. Le grand échec de la gauche, de gouvernement, de rue, NPA comme les autres, c'est la montée du Front National, son ancrage local dans les classes populaires. Alors deux choses, on ne peut pas nous mettre à pied d'égalité dans le poids des responsabilités entre la politique du gouvernement et le restant. Maintenant, vous avez raison, il y a un élément, et nous on insiste là-dessus, pour comprendre y compris l'ascension politique électorale du Front National, c'est comprendre aussi ce qui s'est passé dans la rue, précisément. On ne peut pas comprendre le succès du FN si on ne comprend pas que pendant des mois, on n'a vu qu'une opposition de droite ultra, voire d'extrême droite à Hollande, parce que l'extrême droite a occupé le pavé. Parce et que nous, les syndicats n'arrivent pas à mobiliser. Non, il y a eu des manifestations. Pardon, non. Le gouvernement, à 80 000 manifestants, il donne raison à la droite sur la question de la GPA, d'accord? Quand on était 180 000 recensés par la préfecture contre le pacte de responsabilité ou sur la réforme des retraites,
Le gouvernement lâche? Non. Parce que le gouvernement, il entend de son oreille droite, il est sourd de l'oreille gauche. C'est ça le problème politique. Et l'opposition de gauche qu'on construit, elle est justement décomplexée par rapport à ça. Et dire que la séquence qui s'ouvre, elle peut peut-être chambouler 2-3 trucs qui paraissaient définitifs auprès de certains commentateurs. Merci. Cécile d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. Manuel Valls a annoncé par ailleurs un regroupement des régions pour 2017 et la fin des départements purement et simplement pour 2021. Vous êtes pour ce grand chambardement? Je pense que derrière ce grand chambardement, il va y avoir surtout le démantèlement de toute une série de structures de collectivités territoriales avec des services publics à la clé qui rendaient des besoins, qui rendaient des prestations pour la satisfaction de besoins essentiels pour la population. Donc ça va malheureusement dans le mauvais sens. Le problème de la décentralisation, si c'est pour donner du pouvoir aux structures locales, pas de problème. Le problème, c'est quand on l'utilise finalement pour faire des économies drastiques, évidemment, on peut être que contre. Et ça va se traduire dans les faits par des mauvaises nouvelles pour les services publics. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous imaginez? Ça veut dire, par exemple, des structures qui vont être retirées, qui ne vont plus avoir d'emploi, voire des emplois très précaires. Ça veut dire, en gros, du bricolage pour aider des personnes à sortir de la galère. Et puis, ça veut dire à terme aussi la fin de la structuration communale, puisque j'entends ce discours ambiant maintenant, puisque quand on parle de l'Europe, on a trop de communes en France. Mais la structure communale, c'est aussi celle qui permet, dans des petites communes, à la population de s'impliquer sur le terrain politique, là où les politiciens professionnels ne voudraient pas qu'on aille. Donc, alors, justement, ça, c'est contradictoire avec la décentralisation. Eh bien oui, les politiciens professionnels, il y en a à la tête des régions, à la tête des départements. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire un petit peu de ménage là-dedans, après avoir fait le cumul des mandats? Vous pouvez aller plus haut, même, vous arrêtez pas la région. Ça, c'est le point commun entre tous les politiciens professionnels. Et là, c'est pas une réforme territoriale qu'il faut. C'est une réforme radicale démocratique. Nous, on propose pas simplement l'interdiction du cumul des mandats, on propose la rotation des mandats, qu'on ne fasse pas plus de 2 ou 3 mandats au cours de sa vie. Ensuite, on retourne au boulot et on laisse sur les bancs des assemblées démocratiquement élues sa place à d'autres. Et puis, c'est une mesure concrète, il faut plafonner la rémunération des élus. Quand on a un mandat, on le fait, mais on est censé représenter la majorité de la population, donc il n'y a pas de raison qu'on gagne plus que ceux qu'on est censé représenter. Ça veut dire un salaire autour du salaire moyen de la majorité de la population. C'est très concret, mais ça changerait pas mal de choses. Ça veut dire que la politique serait plus un métier, plus une profession, qui permettrait donc à certains d'arrêter de faire carrière, donc plus de carriéristes à la clé. Une autre chose concrète, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, a annoncé la remise à plat du dossier de l'écotaxe. Alors pour vous, est-ce qu'il faut maintenir ou supprimer l'écotaxe? Je sais, pour l'instant, elle joue la montre. Il faut mettre fin à l'écotaxe, parce que écologiquement et socialement, c'est pas juste. Voilà, écologiquement, y compris, ça épargne les plus grandes structures autoroutières, là où il y a le plus de pollution. Donc le problème n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et le problème, c'est en effet de remettre l'écologie au goût du jour. Mais le gouvernement fait l'inverse. Parce que si le gouvernement veut prendre une mesure concrète sur le terrain de l'écologie par rapport au transport, qu'il arrête de libéraliser le service public ferroviaire, qui permette précisément à mettre les camions. Mais l'écotaxe n'est pas la solution à vos yeux. Non, l'écotaxe n'est pas la solution à nos yeux. D'ailleurs, on avait participé au grand mouvement en Bretagne, justement, qui avait appelé à la fin de l'écotaxe et puis qui s'était fait entendre sur la question des licenciements parce qu'on avait trop souvent dit que la question sociale n'était pas présente dans le mouvement breton à l'époque. On va terminer effectivement par l'image d'un de vos aînés en politique, le symbole de mai 68, Daniel Cohn-Bendit, qui va bientôt avoir 70 ans et qui va quitter le Parlement européen la semaine prochaine. Daniel Cohn-Bendit, est-ce que c'est un beau parcours à vos yeux, un beau parcours politique? Je ne sais pas si c'est un beau parcours. C'est quelqu'un qui a défendu ses idées, voilà, et des idées que je ne partageais pas, notamment sur la construction de l'Europe libérale. Sur des questions de société, on pouvait se retrouver sur la question de l'immigration, mais sur la question de l'Europe libérale, où son appui systématique à des interventions militaires occidentales que je n'ai pas partagées. Qu'est-ce que vous retiendrez de lui, malgré tout? Celui qui a quand même fait bouger la France en mai 68 ou pas? Ou le Cohn-Bendit? J'ai cru comprendre, en toute modestie, qu'il ne l'avait pas fait bouger tout seul. Mais je préfère retenir cette image-là que le contraire, en effet. Ouais. Vous avez 30 ans de moins que lui. Est-ce que vous imaginez avoir une carrière politique aussi longue que lui? Premièrement, je ne fais pas carrière. Moi, un parcours politique. Oui, mais c'est important, parce que moi, par exemple, j'ai jamais cessé de travailler comme facteur, aujourd'hui comme guichetier, je continue, et je pense que justement, c'est important par rapport à la non-professionnalisation de la politique. Voilà. Et puis, je vais vous répondre franchement, je ne sais pas ce que je serai dans 20 ou 30 ans, peut-être que vous le savez. Moi, j'en sais rien. Non, pas non plus, voilà. Évidemment. Mais vous disiez tout à l'heure, vous avez renvoyé ça d'un revers de main. Sur la présidentielle de 2017, vous avez dit, c'est pas votre problème. Sauf que, aujourd'hui, en France, peser dans le débat politique, c'est aussi parfois être candidat à la présidentielle, ce que vous avez été. 2 fois, oui. 2 fois. Vous n'imaginez pas une 3e fois en 2017? Non, franchement, c'est le dernier de mes soucis. Là, il y a des européennes, et peut-être que je serai candidat aux élections européennes. Ça, on va en discuter concrètement la semaine prochaine. Aujourd'hui, vous vous sentez pas isolé? Non, je me sens bien. Je me sens vraiment bien, je vous rassure. Hier, on n'était pas isolé, et même dans la constitution de liste qui se ferait dans le refus d'un appel d'une réponse unitaire des uns et des autres, on continuerait, nous, à vouloir ouvrir nos listes à des syndicalistes, à des associatifs. Et donc, on aura des listes qui ressembleront peut-être à la population que la plupart des listes aux européennes. Merci Olivier Besancenot d'avoir accepté notre invitation ce midi. Nous laissons la place à Catherine Matoche maintenant pour l'actualité de la mi-journée.
Bonjour Catherine. Bonjour Francis, Olivier Besancenot. D'abord cette inquiétante disparition en Haute-Savoie alors qu'il se promenait un jeune de 17 ans à trébucher et chuté dans une rivière hier. Nous retrouvons sur place à Cuisy Nathalie Rapuc. Bonjour. Les recherches ont pu reprendre ce matin ? Oui, tout à fait. C'est une vingtaine d'hommes qui a repris les recherches depuis ce matin 8h30. Parmi eux, la brigade nautique d'Aix-les-Bains, un hélicoptère du PGHM de Chamonix et la compagnie de gendarmerie d'Annecy. Tous ces hommes sont héliportés car le terrain est très accidenté. Les recherches s'effectuent sur 3-4 kilomètres le long du Chéran. Hier après-midi, le jeune homme était accompagné de son cousin qui, sous le choc, a été hospitalisé. Les gendarmes n'ont toujours pas pu l'interroger. Les deux hommes étaient, semblerait-il, partis pêcher au bord de ce cours d'eau réputé très dangereux. Les gendarmes actuellement poursuivent leurs investigations, mais ils ont peu d'espoir de retrouver le jeune homme vivant. Merci. L'actualité à l'étranger reste dominée par les très fortes tensions en Ukraine orientale où des activistes pro-russes exigent le rattachement à Moscou en occupant plusieurs bâtiments publics. Une opération antiterroriste lancée par le gouvernement ukrainien est en cours. Il y a des victimes, mais nous n'avons pas encore reçu d'image. Le point tout de suite avec Stéphanie Desjard. Rafale d'armes automatiques, militaires en treillis anonymes pour une opération parfaitement orchestrée et qui rappelle le scénario de la Crimée. Hier dans la soirée, le commissariat de Kramatorsk a été pris d'assaut par des forces pro-russes. Ici c'est le Donbass, c'est la République de Donetsk. Devant une foule partagée, des militaires annoncent la sécession avec les autorités centrales de Kiev. Nous sommes à 150 km de la frontière russe. Un peu plus tôt, dans la même région, ce sont les postes de police et de la sécurité de Slaviansk qui sont tombés. Des barricades ont même été érigées aux abords de la ville. La nuit s'est bien passée, sans anicroche. Nous attendons maintenant que la situation s'éclaircisse. Les personnes jugées hostiles sont prises à partie. Comme cet homme, qu'une femme tente de défendre. Lâchez-le, dit-elle, c'est un journaliste. Une à une, les villes de l'Est ukrainien emboîtent le pas de Donetsk, capitale de cette région industrielle, où des insurgés ont proclamé l'autonomie le 6 avril, en prenant le contrôle de 2 bâtiments officiels. Une escalade que les États-Unis imputent directement à Moscou. Aujourd'hui, ils menacent de nouvelles représailles. Nous sommes prêts à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie si elle continue cette escalade dans l'est de l'Ukraine. À Slaviansk, l'armée ukrainienne a lancé ce matin une opération antiterroriste pour déloger les militaires russes. Les combats auraient déjà fait plusieurs victimes des 2 côtés, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien. Dans l'actualité aussi, un gigantesque incendie de forêt menace la ville très touristique de Valparaiso au Chili où des centaines de maisons ont déjà brûlé. Au moins 4 personnes ont perdu la vie. L'état d'urgence a été déclaré. Joseph Tual. Valparaiso brûle. Un gigantesque incendie se propage dans la ville, quartier par quartier. Plus d'une douzaine déjà touchés. Venu des forêts d'eucalyptus de la périphérie, le feu fait rage depuis hier soir. Déjà 3000 personnes évacuées, les habitants fuient vers la mer. Le feu est là-bas, et là-bas aussi. On est au milieu, nous avons peur et avons dû sortir. Valparaiso, patrimoine de l'humanité en proie aux flammes. Plus de 1000 maisons détruites. Les pompiers sont débordés. Les habitants, eux, tentent de protéger leurs maisons avec des moyens dérisoires. Le tremblement de terre est maintenant ça. C'est épouvantable parce qu'il y a tant de voisins, tant de personnes touchées. 4 personnes ont été tuées. Michelle Bachelet, la présidente chilienne, a déclaré la région zone de catastrophe. L'armée a été appelée en renfort. Pour l'instant, le centre historique et le port de Valparaiso sont épargnés. Cette dernière information, on vient de l'apprendre, une avalanche s'est produite ce matin en Haute-Savoie, à la Combe-Marion, au-dessus de la Clusaz. Cette coulée de neige sur plus de 500 mètres a eu lieu dans une zone hors piste. Elle a fait au moins 1 mort. 3 personnes sont actuellement ensevelies. Des recherches sont en cours.
Cette visite historique à Cuba du ministre français des Affaires étrangères, la première d'un chef de la diplomatie française depuis 31 ans, Laurent Fabius, s'est longuement entretenu avec le président cubain, Raúl Castro. Ils ont abordé les questions économiques, mais pas seulement, la question des droits de l'homme également. Le pire des sondages pour le président de la République, sa cote de popularité est au plus bas, alors que celle du Premier ministre est haute, 18% pour François Hollande, 58% pour Manuel Valls. Dans ce baromètre IFOP publié dans le journal du dimanche, jamais sous la Ve République un tel écart n'a été enregistré. Le pape François a ouvert ce matin la semaine sainte de Pâques, c'était la messe des rameaux. Lors d'une homélie qu'il a totalement improvisée, le pape a appelé les chrétiens à se demander s'ils sont, je le cite, comme l'autre disciple qui voulait tout résoudre par l'épée, ou comme Judas qui fait semblant d'aimer Jésus, de l'embrasser avant de le trahir. Une nouvelle image de la 33e journée de Ligue 1 de football grâce à leur victoire, 1-0 sur Rennes hier soir. Les Monégasques ont repris leurs aises dans la course à la 2e place. Ils ont récupéré leurs 6 points d'avance sur Lille. Du coup, ce n'est pas ce soir que les Parisiens seront sacrés champions de France, même s'ils gagnent à Lyon. Dans l'actualité sportive aussi, la 112e édition du Paris-Roubaix, une course que vous pourrez vivre en direct sur France 3 juste après le journal. Avant même le départ, les fidèles avaient pris place le long du parcours, notamment cette grande famille venue d'Italie. Voyez ce reportage. Pour vivre le Paris-Roubaix, Enrico est arrivé de Venise il y a 2 jours. Avec sa femme, ses 2 filles, ses 2 oiseaux et son chien, il encouragera un coureur italien qu'il surnomme le lion du pavé, après avoir lui-même fait la course en 1971. C'est un plaisir de revenir ici 40 ans après avoir couru le Paris-Roubaix. Je suis encore préparateur physique dans le cyclisme et très ami de Mario Trentin. Alors je suis venu le supporter en espérant qu'il arrive dans les 10 premiers. Comme lui, une vingtaine de camping-caristes a choisi le secteur pavé numéro 7 pour vivre la course. Essentiellement des Belges qui ont déjà accumulé depuis jeudi une belle collection de souvenirs. Hier, il y a 3000 qui sont passés ici. Vous avez déjà eu votre Paris-Roubaix en fait? Oui. Cyclotouristes du dimanche ou marcheurs nordiques, tous ont voulu tester les pavés avant les coureurs. Oui, ils vont s'amuser je crois. Mais enfin, ils ont de la chance, il n'y a pas de boue aujourd'hui. Donc voilà, on aura aussi plaisir à venir les regarder d'ailleurs. Ça fait partie du Nord, c'est les pavés, on ne peut pas dire autrement. Il suffit d'en parcourir quelques mètres pour comprendre pourquoi le pavé attire le respect et à travers lui, la passion du Paris-Roubaix continue à se transmettre. Alors bonjour Thierry Adam, après ce 12-13, vous allez nous faire vivre ce Paris-Roubaix. On s'attend à quoi cette année ? À une course très rapide tout d'abord, ça je peux vous le confirmer avec les chiffres. On est à un peu plus de 2 heures de course et les coureurs ont déjà parcouru plus de 100 km. On est à 45 km/h de moyenne. C'est un des Paris-Roubaix les plus rapides de l'histoire. On peut s'attendre, et je dis ça pour nos téléspectateurs, à une arrivée ici, sur la ligne d'arrivée, sur ce vieux vélodrome de Roubaix, aux alentours de 16h30. Pour l'instant, 8 hommes en tête, dont 3 coureurs français. Ces coureurs, ce groupe de tête qui entre sur le premier secteur pavé, il y en a 27 au total, c'est le secteur pavé de Troisville, mais bien sûr, on attend la célèbre trouée d'Arambert et la grande bagarre avec une question qui depuis une semaine alimente toutes les conversations, y compris dans le peloton. Qui peut battre le Suisse Fabian Cancellara, qui peut entrer dans la légende du cyclisme en étant le premier coureur à remporter 2 années consécutivement le Tour des Flandres et Paris-Roubaix? Réponse tout de suite, ou presque. On vous retrouve tout de suite, Thierry, pour vivre avec vous cette course. Vous confirmez, pas de pluie sur le Paris-Roubaix? C'est un temps sec sur Paris-Roubaix, cette fameuse tranchée d'Arambert. Le soleil va apparaître évidemment donc dans l'après-midi, parce que c'est vrai qu'au départ de Compiègne, il y avait un petit peu de nuages, mais tout ça va se morceler donc au cours de l'après-midi. Et plus oui, les coureurs s'approcheront de Roubaix, plus il y aura de soleil évidemment. On voit ça sur la carte pour cet après-midi. Regardez donc cette bande nuageuse des Pays de Loire, Sud-Bretagne jusqu'aux frontières des Ardennes.
week-end. Beau soleil donc sur le nord et puis sur la moitié sud, c'est du beau soleil avec ces débordements nuageux toujours sur les Pyrénées et sur les Alpes. Et puis des averses orageuses sur la Corse. Les températures, on voit ça tout de suite si vous le voulez bien. Regardez, c'est de belle douceur sur la moitié sud, un peu plus frais sur le nord, mais des températures qui sont légèrement en baisse, mais toujours au-dessus des normales de saison de 2 degrés. Et puis peut-être pour la tendance pour demain matin. En 2 secondes. En 2 secondes, regardez cette bande nuageuse toujours sur le nord-est. Et puis c'est du soleil sur les 3 quarts du pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce 12-13. Tout de suite, direction de Paris-Roubaix. À ce soir dans le 19-20.